pense que la première mesure, c'est même plus une attitude que des mesures. Ce sera d'ordre général. C'est travailler sur le système de gouvernance de façon générale au Sénégal. Dans le sens où aujourd'hui, on a un style de gouvernance peut-être qui permet certaines dérives. Et ça, je pense que nous avons eu l'occasion durant ces dernières années de les constater. Donc, il s'agira d'abord travailler sur le système global de gouvernance. Par système de gouvernance, je veux parler peut-être de la définition d'une politique claire, mais d'une politique aussi endogène, une définition endogène de notre politique, de nos objectifs de développement, de notre définition du développement, et cela en impliquant les populations. Il faut qu'on travaille aujourd'hui, les nouveaux gouvernants en tout cas, devraient essayer de travailler sur un projet qui sera un projet sénégalais de développement qui va après permettre de fixer des objectifs pour chaque secteur, y compris le secteur dans lequel j'interviens. Un autre aspect aussi qui devra, à mon avis, être une mesure globale, mais qui va forcément permettre de se projeter sur de nouvelles attitudes, des attitudes positive, ce sera peut-être la gouvernance pour le résultat. Donc la gestion axée sur le résultat, la culture de l'évaluation, la sanction, qu'elle soit positive ou négative. Et ça, je pense que ce sont des mesures de façon générale qu'il faudra prendre, indifféremment de tel ou tel secteur. C'est une gouvernance globale avec des principes pour avoir des résultats, mais aussi pour sanctionner quand il le faut, qu'il faudra mettre en place. Maintenant, pour venir à mon secteur, peut-être c'est asseoir une politique justement claire du rôle qu'on veut donner au territoire. Aujourd'hui, on a une politique d'aménagement du territoire, on a une politique de décentralisation, on a même une politique d'urbanisation ou une politique de surveillance de cette urbanisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, derrière, met en musique tous ces aspects-là pour dire c'est là où nous voulons aller et que ce soit la décentralisation ou l'aménagement des territoires, sont des instruments qui nous permettent d'arriver à cet objectif. Si on ne définit pas l'objectif global ou le rôle que nous voulons donner à nos territoires, il sera difficile de définir non seulement une politique d'aménagement du territoire, une politique de décentralisation, mais il sera aussi très difficile de l'évaluer et aussi de se projeter sur ce que cela pourrait donner dans la perspective de mesures d'amélioration de la mise en œuvre de ces politiques. Donc, une définition claire de nos objectifs de développement pour, in fine, aboutir à une claire vision de ce que peut apporter le territoire et quel rôle il doit jouer dans ce projet national de développement. Sur le foncier, je pense que la première mesure, et ce serait même une mesure de prudence, c'est de faire une évaluation déjà de où est-ce qu'on en est sur le foncier. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le territoire, mais aussi l'espace qui doit recevoir les politiques publiques doit être maîtrisé. On doit savoir quelle est l'affectation qui a été faite de certaines zones, quelle gestion, quel potentiel nous avons sur le foncier, de quoi on dispose concrètement, et cette évaluation-là, elle est nécessaire. Pour asseoir quelconque action, il faut d'abord qu'on sache de quoi on dispose sur le foncier, quel est le statut du foncier dans chacune des zones. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faudra faire avant maintenant de pouvoir projeter des politiques ou de la planification. Parce qu'un des maillons faibles aujourd'hui de notre action sur les territoires reste la faible visibilité du foncier, du capital foncier dont nous disposons, mais aussi de la planification. Nous n'avons pas de planification, nous subissons aujourd'hui cette évolution, que ce soit sur l'urbanisation, et nous nous adaptons. Donc, pour permettre de voir les choses venir, il faut qu'on ait une vision claire de ce sur quoi on est et après cela, pouvoir se projeter sur une planification. Mais la maîtrise du foncier, la cartographie, l'évaluation du potentiel foncier, c'est extrêmement important et je pense que c'est l'une des priorités dans notre domaine.
il est vrai que le Sénégal a entamé une réforme importante sur cette politique-là, qui est l'acte 3 de la décentralisation. Après beaucoup d'années de mise en œuvre, parce que c'est depuis 2013, nous sommes toujours dans la réforme. Bon, c'était clair que la réforme n'allait pas se faire d'un seul coup. Mais on nous avait parlé d'une première phase, ensuite d'une deuxième phase. Cette première phase a été mise en œuvre avec quelques éléments. Ces éléments-là, à mon avis, doivent aujourd'hui faire l'objet d'une évaluation pour voir leur effectivité, mais aussi leur impact sur la politique de façon générale. Aujourd'hui, nous avons au sein dans notre politique ou dans notre arsenal de collectivités territoriales, on a le département, par exemple, qui ont été créés avec l'acte 3 de la décentralisation. Il serait intéressant de voir l'opérationnalité de ces nouvelles, de cet ordre de collectivité territoriale. Qu'est-ce qu'ils ont pu permettre comme avancée dans cette politique? Est-ce que les objectifs visés ont été atteints? Est-ce qu'il faut faire des ajustements? Est-ce qu'il faut aller à un autre niveau ou est-ce qu'il faut mettre en place un autre niveau de collectivité territoriale? Je pense qu'il est urgent de faire cette évaluation de l'acte 3 de la décentralisation dans sa première phase pour ensuite penser à la mise en œuvre ou à la conception de la deuxième phase pour finaliser cette réforme qui est extrêmement importante, mais tant qu'elle sera en phase de conception ou à l'essai comme nous le percevons aujourd'hui, on ne pourra pas avancer de manière assez claire et tranchée sur le développement des collectivités territoriales. Alors que c'est un maillon extrêmement important. Aujourd'hui, quand on parle de territorialisation des politiques publiques, il faut qu'il y ait un cadre qui accompagne cela. Et ce cadre-là ne peut être défini que par l'acte 3 de la décentralisation. Et tant que le flou sera là sur les prochaines étapes, sur les éléments qui manquent aux échelles de gouvernance. Est-ce qu'il y a un autre ordre de collectivité territoriale? Est-ce qu'il y a de nouvelles compétences qu'il faut transférer? Est-ce qu'il nous faut continuer sur le financement des collectivités territoriales? Ce sont autant d'éléments qu'il faut rapidement, à mon avis, clarifier pour nous permettre de disposer d'une politique claire et de décentralisation que nous pourrons par la suite assumer. Il faut qu'on évalue. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est, quels sont les défis. Par exemple, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, on est confronté à un problème de visibilité sur l'exécution des plans de travail pour chaque année. Par exemple, dans une université, on dira qu'on est en train de faire des cours de l'année dernière, de 2021, d'autres de 2022. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on évalue tout ça, qu'on ait une claire vision déjà de ce qui est en train d'être fait, des effectifs, mais aussi de tous ces retards que nous avons connus avec les différentes crises. Il faut qu'on évalue l'impact de ces éléments-là sur ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est pour moi une mesure vraiment urgente. Il faut qu'on se pose et qu'on essaie de voir quel est le gap que nous devons combler. Et à partir de là, planifier sur la mise en œuvre et aussi peut-être à ce stade-là mettre en perspective ou élaborer d'autres actions, des actions pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut qu'on ait cette visibilité d'abord et à partir de là, proposer peut-être des éléments d'enrichissement. Par exemple, les perspectives d'enrichissement, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, il y a cet axe important qui est de davantage développer la recherche, qui est un maillon essentiel dans l'enseignement supérieur et qu'il faut forcément doter de moyens pour permettre aujourd'hui à l'université ou au Sénégal d'être autonome par rapport au financement
de pays étrangers qui ont d'autres objectifs. Il faut que nous essayions de voir les voies et moyens pour pouvoir financer, ne serait-ce qu'en partie, notre recherche pour assurer une certaine autonomie dans la définition des objectifs de cette recherche-là, mais aussi, ce serait la même chose sur l'enseignement aussi, essayer de voir de quoi le Sénégal aujourd'hui a besoin en matière de ressources humaines et quelle est la contribution de l'université par rapport à cela. Et ça passe par une certaine autonomie. Il faudrait que l'université cherche à se départir de cette dépendance et cela, pour moi, passera par une responsabilisation de tous les acteurs. Que chacun essaie de se mettre dans cette perspective de construire quelque chose, que ce soit les enseignants, que ce soit la tutelle, mais que ce soit aussi les étudiants, qu'on se mette tous ensemble pour réfléchir sur quel apport nous voulons que l'université donne au projet de développement que nous avons pour notre pays. Et à partir de là, nous fixer des missions et des objectifs aussi à atteindre. Et je pense que si on arrive à faire cette évaluation et à aussi nous projeter sur une autonomisation, une meilleure affirmation de notre identité, que ce soit sur la recherche, que ce soit sur l'enseignement, pour produire, pour livrer un produit, je pense qu'on aura fait quand même deux actions intéressantes et utiles pour l'enseignement supérieur. Bon, le premier plaidoyer que je voudrais faire, c'est que la prise en compte de ces droits ne soit pas cantonnée à la célébration pendant un mois ou pendant une journée. Mais qu'on essaie de faire de façon, de sorte que cette problématique ou cette préoccupation, ou l'attention que nous donnons à cette préoccupation soit en permanence dans l'esprit de nos dirigeants. La femme est un acteur parmi d'autres. C'est une composante à part entière de la société et un acteur potentiel, un porteur de projets de développement, un acteur dans notre projet commun de développement. Je pense que la spécificité, parce qu'il y a quand même des spécificités à prendre en compte quand on parle de genre, quand on parle de la femme, ces spécificités-là doivent, à mon avis, être incorporées dans notre façon de réfléchir les politiques publiques, dans notre façon de les exécuter aussi. Donc, le premier élément serait vraiment d'en faire un élément transversal qui ne serait pas juste sur un mois ou pas confié à un ministère, mais que ce soit vraiment transversal et une préoccupation de tous les jours. Parce qu'on parle quand même de la majorité de la population. Un autre élément de plaidoyer peut-être serait de adresser aux femmes, justement. Adresser aux femmes pour que chaque année qu'on puisse sentir au moins pendant ce mois-là la solidarité entre les femmes pour prendre en charge une problématique. Qu'on s'entende sur un aspect ou un problème qui nous est commun et sur lequel peut-être nous allons faire une campagne de communication. Ne pas laisser aux femmes victimes d'eux ou aux femmes susceptibles d'être victimes d'eux le soin de porter leur combat, mais qu'on essaie de voir ensemble comment porter de manière efficace un plaidoyer ou une problématique à l'attention des décideurs. Qu'on ait cette action commune-là et qu'on essaie aussi de transgresser pourquoi pas ces barrières, que ce soit d'appartenance politique, que ce soit d'appartenance, disons, sur, par exemple, les femmes travailleurs, les femmes qui ne travaillent pas, voilà, qu'on essaie de transcender tous ces éléments-là pour nous retrouver autour de défis qui nous sont communs et sur lesquels nous voulons avancer. Je pense que c'est essentiellement ces éléments-là en termes de recommandations pour nos dirigeants, mais aussi pour les femmes, qu'elles puissent vraiment dépasser certaines considérations pour pouvoir se mettre ensemble et revendiquer, au moins de façon organisée, une ou deux choses qui seront accessibles et qui pourront être audibles aux oreilles de nos dirigeants.
Pour moi, la première priorité, c'est d'abord la pacification. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du contexte dans lequel nous sommes ou de projeter des recommandations sans parler de ce nécessaire, euh, de cet effort à faire pour que vraiment socialement qu'on ait cette pacification. Elle est nécessaire. Nous avons vécu plusieurs tensions. Ces tensions, elles sont sociales, elles sont sécuritaires, elles sont politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la première des mesures serait vraiment d'aller dans le sens d'apaiser cet environnement, de rassurer davantage le citoyen, parce que quand même, la citoyenneté a été fortement mobilisée, sollicitée ces dernières années. Les acteurs, les citoyens ont plusieurs fois été obligés de monter au créneau, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il nous faudra vraiment définitivement résoudre pour qu'on n'ait plus à vivre ces tensions-là. Parce que une élection, depuis qu'on en fait, normalement, ne devrait pas être une période de tension, mais voilà, ça devrait être une communion, une période où on rivaliserait d'ambition pour notre pays, où on ouvrirait les perspectives, qu'on redonnerait plus d'espoir aux personnes, mais pas sous cette tension. Nous avons vécu beaucoup trop de tensions et on a envie de dire plus jamais ça. Donc la pacification, la stabilisation, on en a vraiment besoin. Maintenant, sur un autre, je pense que l'autre élément qui, en tout cas moi personnellement, me tient à cœur, c'est qu'il y ait une reddition des comptes. Il faut que chaque acteur au niveau, à la station où il a été, puisse rendre des comptes pour qu'on puisse évaluer et pour qu'on puisse aussi sanctionner positivement ou négativement. Ça, c'est essentiel à mon avis pour asseoir après une démarche de sanction positive ou négative. C'est essentiel à mon avis, pour nos dirigeants et aussi pour repositionner le citoyen dans son rôle de contrôle de l'action publique. Donc, ce sont pour moi les principaux éléments. Permettre aux citoyens de disposer d'autres instances ou d'autres moments de participer à la gouvernance, que ce soit pas seulement lors des élections, mais qu'on puisse avoir des compléments à ce système de démocratie représentative, permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer en dehors des élections ou des échéances vraiment politiques. Par exemple, sur la possibilité de donner un poids à la pétition, de permettre aux citoyens d'exprimer aussi leurs attentes par rapport à leurs dirigeants et de les évaluer aussi. Je pense que ce sont, à mon avis, des éléments qui devraient faire l'objet d'une grande attention pour les futurs dirigeants de ce pays.